sécurité nationale. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une injonction dévoile-toi, mais effectivement, puisque je vais dire qui je suis, je m'expose à partir de là à une modalité du contrôle social beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante que si nous étions dans des processus de masse, de dévoiement, mais aussi de fluidité ou de plasticité dans ces postures sociales. Donc le voile intégral n'est plus seulement considéré comme une expression aujourd'hui ostensible et provocatrice qui porte atteinte au principe de laïcité. Bien sûr que pour d'aucuns, il est considéré comme ça, mais je dirais que c'est plus seulement ça. Je dirais qu'il suscite également une inquiétude en tant que contre-pratique troublant ce processus de réduction des individus à une identité asociale, c'est-à-dire à une identité sans masque, ce que Giorgio Agamben appelle une identité sans personne. C'est-à-dire que ce qui gêne dans la question de la burqa, et je vais évidemment essayer de démontrer ça à l'aide de propos, et notamment les propos d'Elisabeth Badinter, c'est que la question du voile dit intégral porte atteinte, certes, d'accord, à un premier niveau, à ce qui relèverait de la République, etc. Mais aujourd'hui, la question n'est plus tant la laïcité, puisque le débat se situe dans l'espace public et non pas à l'école. La question est plutôt sur l'idée qui se cache derrière ce voile. C'est-à-dire la question de l'impossible identification des individus. Et on peut considérer qu'à ce titre, il constitue une contre-pratique, au sens contre-pratique sociale, qui trouble ce processus de réduction des individus à ce qui relève de cette identité. Alors, identité sans personne, écrit Agamben, et Agamben, c'est le dernier recueil d'articles d'Agamben qui est très intéressant, qui s'appelle Nudité, et dans lequel Agamben développe évidemment décline son concept de vie nue, et où il montre comment aujourd'hui on ne parle plus justement de personnalité sociale avec cette idée de masque, mais que les individus sont dans l'espace public comme des identités sans personne, réduites à des identités, des identifications extrêmement anthropologiques, je dirais, et naturalisées, et qu'il n'y a plus cette idée de personne sociale. Alors, ce qui m'amène à dire qu'on serait passé alors pas 1989, c'est une date, une date de référence, mais on peut évidemment en discuter. Ce qui me fait dire qu'on serait passé d'une considération de la vie sociale qui aurait été fondée sur l'idée de personne sans identité, c'est l'universalisme abstrait, personne sans identité, sans corps, sans histoire, sans détermination socioculturelle, sans genre, voilà, à un processus, une nouvelle mythologie davantage fondée sur cette idée d'identité sans personne, d'identité sans personnalité. Et ce qui me permet évidemment de rapporter la question des velléités de législation interdisant le port de la burqa dans l'espace public à d'autres mesures. Le décret anti-cagoule adopté en juin 2009 et qui a interdit aux manifestants de se cacher le visage sur la voie publique. Et là encore, c'est une chose qui est assez intéressante, c'est-à-dire que évidemment qu'un manifestant qui se cache le visage, là encore, il n'y a pas véritablement d'interrogation sur sa personnalité sociale et politique, c'est-à-dire sur son engagement, sa prise de position dans l'espace public. En revanche, il y a bien un problème par rapport à son identification anthropométrique qui permettrait de lui imputer un certain nombre de faits considérés comme des délits. Et dernier point, c'est les velléités d'interdiction des pratiques de travestissement, et ce n'est pas une blague. Le 2 octobre 2009, le député Christian Van Est, bien connu pour d'autres faits glorieux, a déposé une proposition de loi interdisant, je cite, l'ensemble des vêtements ou accessoires permettant de masquer l'identité d'une personne. Et ça m'intéresse tout particulièrement puisque là on arrive évidemment aux pratiques de travestissement mais aussi aux pratiques transgenres, c'est-à-dire qu'on est à un point où c'est non seulement on arrive au cœur de la question de ce qui relèverait d'une identité quasi anthropométrique des individus, parmi laquelle on compte évidemment le sexe. Cette proposition de
loi n'a pas encore été discutée et le sera peut-être pas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en Belgique, une loi semblable a été adoptée dans une des provinces. Donc, la problématique qui est la mienne, c'est l'idée que, je dirais, effectivement, dans le contexte ce qu'on appelle communément le tout sécuritaire, je dirais que ce dispositif, en tout cas du tout sécuritaire, dépend en amont d'un processus d'incorporation des critères discriminants permettant l'identification. Et c'est sur ce processus d'incorporation des critères discriminants permettant l'identification que va pouvoir se définir positivement ce qui constitue une identité nationale. On définit d'abord ce qui doit être exclu des caractères discriminants de l'identité nationale en disant je t'identifie comme n'appartenant pas, comme ne performant pas à cette identité, qu'ensuite positivement on pourra se définir l'identité nationale. Et il me semble que dans la question de la burqa, la question première, qui se cache sous le voile, cette question a été lancinante dans tout le débat concernant la burqa, puisqu'on a entendu est-ce une victime ou est-ce une terroriste? Interrogation qui reprend exactement, par exemple, le propos de Frantz Fanon dans l'an 5 de la Révolution, où c'était effectivement le souci premier des autorités coloniales françaises en Algérie.